Bonjour. Alors, c'est vrai qu'en France, on a souvent cette image de la philosophie analytique comme un peu le porte-drapeau du libéralisme anglo-saxon, hein. Oui, c'est une critique récurrente Mais on oublie que c'est d'abord une méthode. qui vise la clarté et la logique. Exactement. Et qu'est-ce qui se passe quand cette méthode, elle rencontre une pensée aussi chargée, disons, que le marxisme? Ça donne le marxisme analytique. Voilà, une tentative de rationalisation, mais bon, souvent décrite comme une impasse, un échec même. C'est ça. Alors aujourd'hui, on essaie de décortiquer un peu ce courant. C'était quoi au fond? Quels objectifs? Et pourquoi ça coince en fait? On va s'appuyer sur des travaux comme celui de Marcus Roberts, Analytical Marxism, A Critique, et d'autres textes pour y voir plus clair. Parfait. Bon, alors, d'où ça sort ce marxisme analytique? Racontez-nous un peu. Alors ça émerge fin des années 70, principalement dans le monde universitaire anglo-américain. Ok. On parle souvent du groupe de septembre. Des noms comme G.A. Cohen, John Elster, John Romer. Des figures importantes, oui. Voilà. Et leur projet, c'était quand même assez audacieux. Reconstruire la théorie marxiste, mais avec des outils venus d'ailleurs. C'est-à-dire? De la philosophie analytique, bien sûr, mais aussi la théorie du choix rationnel, l'économie néoclassique même. Ils cherchaient la rigueur logique, la clarté. Et ce fameux individualisme méthodologique. Exactement. L'idée qu'il faut partir des actions et des choix des individus, supposés rationnels, pour expliquer les phénomènes sociaux. Ce qui est quand même une rupture assez nette avec le marxisme plus classique, non? Ah oui, complètement. C'était une réaction contre ce qu'ils percevaient comme les faiblesses du marxisme traditionnel. Comme quoi, par exemple? L'influence hégélienne, jugée obscure, surtout par Elster, le manque de rigueur dans certaines argumentations, et puis ce collectivisme méthodologique aussi. D'accord. Et le texte fondateur, ce serait? Karl Marx Theory of History de Cohen, publié en 78. Vraiment le point de départ. Ok, entrons un peu dans le concret. Cohen et sa théorie de l'histoire, par exemple. Qu'est-ce qu'il propose? Alors Cohen, lui, il défend une forme de déterminisme technologique, on pourrait dire. C'est-à-dire? En gros, le développement des forces productives, la technologie, les savoirs, tout ça, déterminerait en premier lieu la nature des relations de production. La propriété, les classes? Voilà, et ces relations expliqueraient ensuite la superstructure, politique, idéologie. Hmm. Et pour lier tout ça, il utilise ce qu'il appelle des explications fonctionnelles. Fonctionnel. Oui, l'idée que les relations de production d'une époque existent parce qu'elles sont les plus efficaces à ce moment-là pour faire progresser les forces productives. D'accord, une explication par l'utilité en quelque sorte. Mais ça a tenu, ça? Justement, c'est là qu'un autre membre du groupe, John Elster, a mis le doigt sur un problème. Ah oui. Elster, très attaché à la rigueur causale, il demande « Ok, c'est peut-être fonctionnel, mais comment ça marche concrètement ?» Le mécanisme exact. C'est ça. Comment une conséquence future bénéfique, le progrès technique, peut causer l'existence de sa propre cause, les relations de production actuelles. Sans preuve de ce mécanisme, l'explication reste un peu spéculative. Et Cohen a répondu? Et a fini par admettre, plus tard, que ces thèses fonctionnelles manquaient de fondation empirique vraiment solide. C'était difficile à prouver. D'accord, donc déjà un point de friction important sur la théorie de l'histoire. Passons à Romer et l'exploitation. Là aussi, grosse refonte, j'imagine, hein? Ah oui, énorme. C'est peut-être même le changement le plus radical. Romer, lui, il met carrément de côté la théorie de la valeur travail. Carrément. La base pourtant. Oui. Pour lui, l'exploitation, ce n'est plus fondamentalement une histoire de temps de travail non payé. Ça découle de l'inégale répartition des actifs productifs. C'est-à-dire le capital, les compétences? Exactement. En utilisant la théorie des jeux, le choix rationnel, il montre que, même sans contrainte directe, si au départ certains ont beaucoup de capital ou de compétences, et d'autres très peu, Mhm. eh bien, l'exploitation peut émerger. Voilà. Certains vont devoir travailler bien plus que ce qui est socialement nécessaire pour leur propre consommation, tandis que d'autres non, simplement à cause de ces dotations initiales inégales. Ça change complètement la nature du problème alors? Tout à fait. L'exploitation devient moins un mécanisme interne, quasi automatique, du capitalisme lié à la production elle-même, Et plus une question d'injustice? d'injustice distributive, oui, une question d'équité dans la répartition des ressources au départ. Du coup, le problème semble plus relever de la philosophie morale, de la justice sociale. Que d'une analyse des contradictions internes qui mèneraient à la révolution. C'est ça. On voit le glissement. On comprend mieux pourquoi on parle d'impasse ou en tout cas de transformation profonde. Quelles sont alors les critiques principales qui ont été formulées? Il y en a plusieurs. D'abord,
cet individualisme méthodologique a été très critiqué. Pourquoi? Des gens comme Bhaskar ou Helen Maxine-Wood ont dit « Mais peut-on vraiment expliquer des phénomènes sociaux complexes en partant d'individus abstraits, coupés de leur contexte historique et social ?» La question de l'abstraction. Oui. Ensuite, il y a ce glissement dont on parlait, de l'analyse économique et politique vers une critique morale, une théorie de la justice. Surtout chez Romer, donc. Oui, pour beaucoup de marxistes traditionnels, c'est un abandon du cœur même du marxisme. L'analyse des contradictions internes du système et l'identification d'un agent historique de transformation. On passe de l'analyse à la plaidoirie éthique, en quelque sorte. Un peu, oui. On plaide pour un socialisme plus juste, souvent un socialisme de marché d'ailleurs, mais déconnecté de la question de la lutte des classes, de l'agent révolutionnaire. Et la dimension politique concrète. C'est une autre critique, soulevée par Prussorgsky par exemple. Ces modèles très abstraits, basés sur le choix rationnel, ignorent la complexité de la lutte politique réelle. Les stratégies, les risques, la formation de la conscience de classe, tout ça passe un peu à la trappe. Donc, en résumé, la critique principale, ce serait qu'en voulant nettoyer, rationaliser le marxisme, Avec les outils de la philo-analytique et de l'économie standard. il l'aurait en quelque sorte vidé de sa substance politique, de sa force critique radicale. C'est exactement ça. C'est la conclusion de Marcus Roberts et d'autres. Ils parlent d'une diminution des prétentions théoriques du marxisme. Une sorte de rapprochement vers le centre-gauche libéral. Oui, l'accent mis sur la justice, sur des modèles de socialisme de marché, ça rapproche ce courant des débats internes au libéralisme égalitariste, plus que du marxisme classique. Certains parlent d'une reddition face au courant intellectuel et politique dominant. D'accord, alors qu'est-ce qu'on retient de tout ça? C'était quand même une tentative intellectuelle majeure. Ah oui, ambitieuse. Appliquer une méthode réputée pour sa rigueur à une pensée complexe et très engagée politiquement. L'exercice à son compte produit des analyses fines, des éclairages nouveaux sur certains points. Certainement. Des clarifications conceptuelles, des modèles stimulants. Mais au prix, si on suit les critiques, d'une perte de la dimension vraiment contestataire, radicale, et peut-être de son ancrage dans les luttes sociales réelles qui étaient au cœur du marxisme originel. Exactement. Ce qui soulève une question plus large, d'ailleurs. Laquelle? Est-ce que toute tentative de formaliser et de purifier logiquement une pensée qui est intrinsèquement liée à une critique sociale forte et un projet politique de transformation, est-ce que ça ne risque pas toujours un peu de la dénaturer, de l'édulcorer? Ou est-ce au contraire une étape nécessaire pour qu'elle reste pertinente, pour qu'elle puisse dialoguer avec les outils d'analyse d'aujourd'hui? C'est toute la question. Est-ce un passage obligé ou une perte d'âme, si on veut? Une question qui va bien au-delà du marxisme analytique, c'est sûr. Tout à fait. Bon, eh bien voilà qui clôt notre exploration pour aujourd'hui. Merci. Merci à vous.